va parler d'un sujet qui fait un peu transition pour les gens qui étaient dans cette salle ce matin, il y a 1 heure et demie, je pense. On parlait de faire du produit dans des grandes boîtes. Nous, on va aller sur des contextes un petit peu plus jeunes, sur justement c'est quoi la différence de faire du produit dans un contexte plutôt avant le product market fit, où c'est encore un peu le bordel, et plutôt post-product market fit. Et quand j'ai réfléchi à ce sujet, je me suis dit qu'il y avait 3 personnes qui avaient vécu plus ou moins les deux contextes à des tailles différentes. Donc je vais essayer de vous les présenter pour qu'on aille droit au but et qu'on ait un peu de place pour les questions à la fin. On va essayer de faire une demi-heure de discussion et un quart d'heure de questions. Il y aura un micro qui va se balader dans la salle. On va commencer avec Valentine. Alors Valentine, elle est actuellement PM, tu es arrivée 3e PM chez Sol Capital. Elle a été également PM chez United, donc une boîte qu'elle considère être plutôt post-product market fit. Elle était aussi chez Mimosa et Matcha. Matcha, une expérience dont on va parler parce qu'elle a été first PM pré-PMF. Elle en tire des apprentissages qu'elle va nous partager. Ensuite, on a Olivier avec nous, Olivier Courtois. Lui, il est actuellement cofondateur d'une boîte qui s'appelle Youku.whatthefuck. Le nom est incroyable. Il m'a confié qu'il allait peut-être le changer. Bonne idée. Il a également été... C'est ce qu'il m'a dit. Non, mais il sait accueillir, je vous le dis. Donc ceux qui posent les questions tout à l'heure, attention. Il était également VP Product d'une boîte qui s'appelle Comet, qui, quand on a parlé tout à l'heure, il me dit que Comet est passé par une phase de post-PMF, mais l'a perdu en fait un petit peu, enfin bref, ça a été un petit peu fluctuant. Mouvement, ouais. Et également, il a été 3e PM de Mano Mano jusqu'au poste de directeur produit. Et ensuite, à ma droite, Enzo, qui est l'actuel CEO d'une boîte qui s'appelle June. Tu vas nous en parler 2 secondes, ravi de préciser si j'ai pas tout dit. Et qui a été également product manager dans des boîtes qui sont des gros scale-up aujourd'hui, Intercom, N26, Zalendo, qui elle, je pense qu'on peut le dire, était à des phases de post-PMF quand il y était. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ça va, pas de précision à ajouter. Et pour ma part, j'ai oublié, moi je suis Timothée et je suis le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Stellar. Et je suis surtout à côté le créateur d'un média qui est composé d'une newsletter qui s'appelle Product Inbox et d'un podcast qui s'appelle Clé de voûte. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va commencer, si je retrouve mes questions, quelque part. Voilà, ici. Alors j'aimerais bien qu'on commence sur le contexte de ce sujet qui est peut-être, si vous arrivez... Alors, j'ai même oublié un truc avant, on s'était promis de faire ça. On va faire un lever de main vite fait pour voir comment on adapte les questions, parce qu'on s'est dit qu'on pouvait tourner un peu le talk différemment. Qui est actuellement dans une boîte, qui est PM en gros, déjà, Product Manager. Ok, grosse majorité. Plutôt sur des fonctions de design, Product Design, Head of Design ou autre. Ouais, mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous êtes si peu Fonction transverse, peut-être Product Ops, Data Growth ou des trucs comme ça, non, Product Marketing. Ok, il me manque quoi? Et peut-être des métiers qui sortent un peu du produit, peut-être Custom Success, Account Management, Support, Sales, Tech, Dev, Ingénieur. Ok, c'est vraiment très produit. Ensuite, donc, je retiens beaucoup de PM. Ouais. Ok. Ensuite, taille de boîte, est-ce que c'est dur à dire, mais en gros, qui vient de startup plutôt pré-product market fit, en gros, vraiment early stage, qui vient de lever un site par exemple, peut-être pré-série A, quelques-unes. Okay. Plutôt gros startup scale-up. Ouais. Grand groupe. Trop cool, c'est assez équilibré, trop bien. Et après, indépendant, agence, boîte de conseil. Ça, là, je vais vite, désolé. tac, ok. Bon, ok, c'est ok. Hyper cool. On va commencer. Je vais essayer de faire un peu un passé de micro. Pour commencer, pourquoi c'est différent, selon vous? 3. Valentine, je pense que je vais commencer avec toi. Pourquoi c'est différent de faire du produit pré-PMF et post-PMF, selon toi? Ouais, alors c'est une très bonne question. Merci. Merci. C'est toi qui l'as trouvé, je crois. C'est toi qui l'as créé. Je pense que moi, de mon côté, je vois trois différences principales. La première, quand tu es pré-product market fit, c'est que souvent, tu n'as pas ou peu d'utilisateurs. Enfin, ça arrive. Je sais que moi, quand j'étais chez Matcha, typiquement, je me posais la question de est-ce qu'on a trouvé notre product market fit, mais en fait... on n'a pas grand monde à qui parler, donc c'est super difficile. Enfin voilà, en tant que product manager, on a l'habitude de se poser beaucoup de questions, d'itérer beaucoup avec nos utilisateurs, et parfois ils sont juste pas là, donc il faut faire sans. Et je dirais la deuxième grosse différence pour moi, c'est que quand tu es en product pré-PMF et après,
Quand tu es prêt, c'est toi qui crée de la dette pour les autres plus tard, quoi. Et quand tu es post, c'est toi qui la nettoie. Et donc, je pense qu'on a tous été à un moment en tant que product dans la situation de dire ah mais qu'est-ce qu'ils ont foutu avant, quoi. Pourquoi ils ont fait ça comme ça. Et en fait, quand tu es un peu avant, tu te rends compte que bah ouais, tu vas créer de la dette, mais c'est incompressible parce que tu prends des décisions avec les informations que tu as à ce moment-là et tu fais du mieux que tu peux. Et tu sais que tu vas te faire rechallenger derrière, tu vas t'auto-rechallenger derrière. Et ça fait partie du jeu, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que juste pour dire, chez United, moi je m'occupais de lancer des nouveaux produits aussi. Donc je peux voir justement de rechercher le PMF dans une entreprise qui avait déjà un produit qui avait son product market fit, quoi. Donc encore plus dur quand tes collègues te regardent en mode oh, t'es en train de faire des trucs crado là. Toi, Olivier, comment tu le vois? Ouais, je dirais que la différence majeure, effectivement, on n'a pas de user, etc. On ne sait pas encore si ça va marcher. Généralement, une fois sur deux, on ne sait pas ce qu'on fait en fait. On est un peu perdu comme ça. Et je pense que surtout, la différence majeure, c'est on a tout à gagner et rien à perdre. Puisqu'on part de zéro. Ce que ça veut dire, c'est que grosso modo, on n'a pas le temps. Donc, grosse prime à la vélocité. Et à faire des paris qui sont massifs. C'est-à-dire que c'est super important du peu de temps qu'on a d'engineering et d'exécution, c'est de le mettre à profit pour aller débunker des hypothèses et se dire on va faire que des paris hyper forts pour essayer d'avoir les signaux les plus clairs possibles de est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas. Parce que comme on l'a dit, le corollaire de ne pas avoir d'utilisateur, c'est que vous n'avez pas de signaux très très clairs et le product market fit, on va certainement le mesurer. C'est un peu une lagging métrique. Je sais pas, vous me dites si j'ai dit des bêtises, mais donc ouais, j'arrive pas. J'ai la plupart des mots en anglais. Je suis désolé d'avance. Ça va être horrible pour vous. C'est l'excuse que j'entends plus sur l'écosystème produit en vrai. Voilà, c'est la faute de l'écosystème. C'est Nous, mieux. on fait rien pour le Oui, changer. Hein. Attends, dans les parenthèses. Okay, on continue. Hein. Maintenant que tu le dis, c'est ça. C'est la faute de l'écosystème, donc c'est pas moi. Donc ouais, voilà. Donc on a tout à gagner. Donc le but, c'est de prendre les paris les plus audacieux possibles, d'aller le plus vite possible en termes de vélocité. Je pense que ça, c'est la différence majeure. Et donc, mais on aura le temps, je crois, d'y revenir après dans les questions. Oublier pas mal du product management traditionnel, quoi. Top. Enzo, je vais compléter cette question pour toi. Alors Enzo, je ne sais pas si les gens le connaissent un petit peu ou le suivent sur les réseaux. Il publie beaucoup sur ces sujets de justement, attention guys, faites gaffe à pas faire du produit de manière traditionnelle dans un environnement très early stage. C'est aussi toi qui m'a fait me dire attends mais ça c'est intéressant, faut le documenter. Toi, qu'est-ce qui te fait te dire que justement faut pas utiliser ces méthodes traditionnelles? Quand je dis méthode, c'est la littérature qu'on voit, qu'on connaît beaucoup, qu'on entend partout. Qu'est-ce qui fait que toi tu penses qu'il faut pas l'utiliser dans un environnement plus jeune? Ouais, non, moi j'ai un peu, en fait j'ai eu à titre personnel, j'ai eu l'histoire un peu inverse qui est que je suis passé d'abord par les boîtes post-product market fit. Ensuite, je me suis dit, j'ai trouvé un problème, ça va être super de monter ma boîte. Et là, quand tu crées ta boîte, le premier truc qu'on te demande, c'est d'apporter une skills. Et moi, j'avais un peu cette vision parfaite que je savais faire du produit, et du coup, que j'allais apporter cette skills à ma boîte. Et en fait, là, ça a été mur après mur. Et du coup, c'est pour ça que ce truc est arrivé assez rapidement. Mais c'est fou quand même que ça fait 7 ans que j'étais à fond dans les lectures, dans apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre sur le product management, Tiga, etc., qui a fait un contenu de dingue. Et juste en fait ça a été vraiment mécanique, quoi. Je me suis rendu compte que mes techniques elles marchaient pas, quoi. Donc moi ça a été, malheureusement je l'ai un peu appris à mes dépens. Et c'est vrai que si vous me suivez sur LinkedIn, je tape assez fort là-dessus parce que en fait je pense que faut que le message, je pense que je vais être un peu plus nuancé, je pense qu'il y a plein de choses à prendre dans les méthodos post-product market fit, dans le pré-product market fit et vice versa. Par contre ce que je pense qu'il faut clairement expliquer aux gens, c'est qu'il y a quand même des différences fondamentales. Et je pense que parfois, pour faire passer des messages, il faut être assez radical pour que les gens se réalisent. Un exemple de méthode, par exemple, qui pouvait fonctionner chez N26 Intercom Zalendo, ouais. Et que tu as peut-être essayé de faire fonctionner chez June et tu as pris un mur dans la tronche. Je pense que la notion de risque que tu as abordée, elle est très intéressante. Je pense que globalement, dans une boîte qui est post-product market fit, en fait, qui a un business model, qui a une clientèle qui est identifiée, avec un produit, une proposition de valeur qui est identifiée, des canaux de distribution identifiés, globalement, le plus gros risque qui puisse arriver, c'est de perdre tes utilisateurs de vue. Et donc, globalement, les product managers, je pense que leur taf principal, c'est d'aller dérisquer le fait qu'on les perde de vue et qu'on leur parle plus. Et donc, eux, dans l'organisation, leur taf, avec plein d'autres choses, c'est de s'assurer qu'il y a vraiment le feedback d'utilisateur qui remonte, quoi. Donc, en fait, le PM, pour moi, il dérisque dans les boîtes PMF. Alors que dans les boîtes pré-PMF, pour moi, au contraire, c'est vraiment lui qui doit aller prendre les risques. C'est vraiment dire, si en fait, on fait une petite roadmap et on va juste dépiler la roadmap qu'on a définie à 6 mois. Globalement, c'est très compliqué, je pense, d'atteindre le PMF. Il faut plutôt prendre des grands paris de manière fréquente
pour aller trouver en fait ces grosses boîtes de valeur, quoi. Je pense que c'est un peu la différence fondamentale. Évidemment, je fais très large, hein, je simplifie, quoi. C'est très différent, mais globalement c'est un peu comme ça que je vois la différence aujourd'hui, quoi. Écoute, bonne transition pour la prochaine question. Ce que je vous propose, c'est qu'on cite chacun un ou deux pièges peut-être à éviter en phase de pré-PMF, donc avant le product market fit. C'est quoi peut-être soit des exemples, ça peut être des méthodes, autre chose, que vous pensez qu'il faut absolument presque bannir radicalement dans ce type d'environnement? Moi, je pense que la chose principale que j'ai apprise en étant chez Matcha dans un environnement pré-product market fit, c'est qu'en fait, ma façon de penser en tant que product manager, c'était de me poser la question what should happen, quoi. Vers quoi on devrait aller. Et en fait, à un moment, donc vraiment, j'étais tout le temps là-dedans, et c'est en parlant avec les fondateurs surtout que je me suis rendu compte qu'en fait, la question à se poser, c'est pas what should happen. D'ailleurs, c'est pas une question, c'est plutôt une affirmation. Il faut dire make it happen, quoi. C'est plutôt vas-y, fonce, essaye quelque chose, fais-le vraiment. Et en fait, arrêtez de se poser trop de questions parce qu'en fait, sinon, tu tournes à vide, quoi. Et ça, c'est vraiment le piège à éviter. Le piège du produit, c'est qu'on se pose tout le temps des questions. Tout le temps là, quel est ton problème et tout. Et c'est trop bien de se poser ces questions-là, mais c'est pas le moment, en fait. Je crois pas que c'est valable aussi en scale-up, justement, d'aller vite dans la décision et l'exécution, pas Ouais. forcément, je n'entends pas la delivery, mais l'exécution d'une décision, en fait, tu vois, de qu'est-ce que tu fais ensuite. Ouais, T'entends par là c'est qu'il faut vrai. pas aller trop faire par exemple d'exploration, de recherche, de discovery avant et prendre des décisions beaucoup plus rapidement, c'est ça que tu veux dire Non, c'est même encore plus en amont, tu vois. Ok. Parce qu'une fois que tu as pris ta décision, tu as quand même creusé un peu. Et là, pour moi, c'est presque. Tu vois, tu as ton idée, vas-y, fais-la, tu vois. Ton idée ne vient même pas de la discussion avec les utilisateurs parfois, Ok. quoi. Tu dis une grosse idée quand même, pas une petite Ouais. idée. Ouais, Toutes une les grosse idées qui idée. te passent pas Et derrière la j'ai- tête, tu les- ok. Par exemple, tu vois, chez Matcha, c'est intéressant parce que justement, on n'a pas trouvé notre product market fit. Et en fait, on a décidé d'arrêter l'aventure, quoi. Pour info, pour contexte, pour ouais. les gens qui ne connaissent pas Matcha, c'est une boîte qui a été très bien financée très tôt, qui a été cofondée par l'ancien VP Product de Malte, qui s'appelle Johanna Radan, et donc qui a Ouais. embauché Valentine comme première PM. Donc vraiment configuration parfaite pour aller faire du produit, c'est top quoi. Et très vite en fait, ils sont très vite, je sais pas combien de Ouais. temps ça a pris. Eux, ça faisait quelques mois qu'ils travaillaient dessus, mais moi, c'est 6 mois, quoi. Ouais, 6 mois. Au bout de 6 mois, ils se sont Euh, dit en fait, on va pas réussir, on pourra en parler des signes de friction, à Ouais. trouver même un signal de début de product market fit sur Matcha quoi. Ouais, et c'est vrai que bah, du coup, justement, on en a pas mal parlé avec les fondateurs, mais on est tombé dans ce piège où, en fait, justement, au début, on avait un design partner, donc on a eu un premier client, c'était du SaaS, qui a construit avec nous, et du coup, on l'écoutait vachement, et puis après, à chaque rendez-vous commerciaux, on réécoutait tout, et on remettait tout en question, et en fait, du coup, on n'arrêtait pas de pivoter, mais qu'un tout petit peu. Et du coup, en fait, au final, t'es perdu, quoi. Tu sais plus quoi en penser, parce que tu restes quand même sur la même idée, mais t'arrêtes pas de faire des petits cercles autour. Donc en fait, tu t'arrives pas à voir si ça marche ou ça marche pas, Mm. quoi. Et en l'occurrence, nous, typiquement, c'est pour ça aussi ça a duré 6 mois. Ça aurait dû durer beaucoup moins longtemps, quoi, quelque part. Ah, tu penses? Ouais, mais en fait, c'est ça. Et je sais qu'Olivier pense un peu la même chose. Ouais, le but c'est quand même, on disait prime à la vélocité, 6 mois à l'échelle d'une vie de start-up et pré-PMF, c'est énorme déjà. Il Ouais. faut aller beaucoup plus vite dans la capacité à exécuter et à aller prendre des décisions. Et moi, du coup, le piège dans lequel je tombais, c'était justement d'aller parler aux utilisateurs. J'ai arrêté, je fais plus ça. Parce que je me suis rendu compte de ce que tu C'est disais. 2 ans qu'il dit le contraire sur sa newsletter, mais Ouais, c'est vrai, t'as vu. Mais non, c'est une prise de conscience dans les choses que j'avais ramenées de ma pratique aussi dans des boîtes post-PMF. C'est que, en fait, on a un peu perdu l'habitude de faire aussi confiance à son intuition et essayer de trouver son angle et de se dire, ok, on a une intuition et il faut aller la chercher. Alors, pour le contexte, moi, je travaille en ce moment sur une startup qui fait une app de communication pour les teenagers, donc c'est une app sociale. Donc, on est moins dans l'idée d'aller chercher un problème précis, ce que tu as cité par exemple avec June, un problème précis où on se dit, ok, comment on l'analyse et comment on le cut et comment on va faire le travail dessus, de trouver la plus-value, etc. On est plus dans quelque chose qui est l'ordre d'une vibe, d'un truc qui doit résonner. Donc, évidemment qu'il y a une utilité, évidemment que ça doit résoudre des problèmes, mais ça va bien au-delà. Et donc en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est des produits et c'est une pratique où en fait on pouvait pas aller voir les utilisateurs si on n'avait pas quelque chose à leur faire tester. Donc je leur parle, mais uniquement quand on a exécuté. D'où l'importance d'exécuter et d'être beaucoup plus rapide qu'une période de 6 mois, si c'est possible, parce que sinon on va rien apprendre de très intéressant. Donc voilà, un des pièges que maintenant je ne fais plus, c'est que je ne leur parle plus. Donc, ma vie est beaucoup plus simple. Hein. C'est vrai que pour ça. donc si je récap, de ton côté Valentine, c'est plutôt d'éviter de prendre des décisions vite et en fait quand tu as une grosse idée tu fonces.
Ouais. Toi, c'est de pas parler aux users. D'être un peu un sales, Jusqu'au en fait. moment, en tout Radical, cas, mais j'essaie de résumer. jusqu'au moment où on leur fait tester, ouais. Ok. Ouais. Enzo, tu complètes avec ça un piège? Bah nous, du coup, on est en B2B, donc c'est un peu différent. Donc nous, franchement, je pense qu'en B2B, moi, le grand learning, ça a été, il n'y a pas besoin d'être un visionnaire. Tu parles à tes utilisateurs, tu demandes s'ils sont prêts à payer pour régler le problème. S'ils disent oui, tu le vérifies en le construisant. Et puis si c'est un marché intéressant, tu peux itérer là-dedans. C'est les frères Collison de Stripe qui le disent super bien. Vraiment, eux, quand ils parlent de Stripe, c'est assez incroyable de voir qu'ils se positionnent pas du tout comme des visionnaires. Vraiment, pour eux, c'est des problem solvers. Et donc nous, pour le coup, on a beaucoup plus cette approche. Mais je pense que nous, le risque principal que je vois en pré-PMF, c'est d'aller figer trop longtemps dans le temps ta roadmap. Donc je pense qu'avoir une roadmap qui est plus de... Déjà avoir une roadmap aujourd'hui, moi je le questionne en pré-PMF. Moi, je le fais plus. Non, on n'en a plus. Non plus. Donc Plus plus du tout. Plus Ça du fait tout. flipper tout le monde, les investisseurs en premier. Oui. Parfois les clients nous regardent en nous disant mais vous savez où vous allez au moins. Ok. Donc il faut apprendre à maîtriser ta communication. Normalement tu le dis pas de but en blanc comme je viens de le dire. Ouais, ok. Ça, c'est un super. C'est T'es un filmé, secret hein. type. Mais non, mais on a décidé de partager notre vulnérabilité avec mon cofondeur en ce moment. Donc, Peut-être on verra des vidéos plus tard, tu sais, avec une musique triste dans 6 mois. C'est le moment où Dune a on aurait dû dégringolé. avoir mais pour aller au bout de ce tips, je pense que y a beaucoup de gens qui vont perdre du temps en se disant on avait cette roadmap, on va aller au bout, il y a les 2 mois et les 6 mois, venez on va voir jusqu'au bout. Je pense qu'en fait il y a ce symptôme en pré-PMF qui est plus qu'une feature, qui est qu'en fait souvent vous pensez qu'il vous manque une fonctionnalité pour avoir une bonne rétention et un début de market fit, ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'en règle générale un produit c'est un ensemble de features, donc c'est vrai qu'en assemblant des features vous pouvez avoir un bon produit, mais qu'en fait une tentation qui est très compliquée, qu'en fait vous rajoutez toujours des choses et puis vous n'y arrivez jamais. Il y a aussi ce phénomène de tourner un peu autour du problème. Et je pense qu'une manière de déconstruire ça, c'est d'être capable de se re-challenger de manière très très fréquente sur ce que vous êtes en train de construire. Et donc ça peut passer encore une fois par des actes un peu extrêmes, typiquement ne plus avoir de roadmap ou alors des roadmaps à la semaine. Nous on fait des cycles au mois, donc on prend ShapeUp qui est en 6 semaines, il y avait Ryan ce matin, on prend les cycles de 6 semaines ShapeUp, on les met en 4. Donc clairement c'est le chaos, hein. Quand vous devez refaire une priorisation toutes les 4 semaines, c'est beaucoup de boulot. T'as pas de PM toi chez... Il n'y a pas de PM chez nous, ça je pourrais en parler. Et après il y a des plannings à la semaine, donc des sprints à la semaine, mais pareil qui sont très particuliers. Ouais. Ça marche pour nous, ça marche pas pour tout le monde, c'est comme toutes les règles en product évidemment. Mais ça je pense que c'est hyper important, être capable de ne pas avoir un document, que ce soit une roadmap ou une stratégie ou un truc vraiment qui est évangélisé, où on dit c'est comme ça et on ne peut pas la toucher. Parce que c'est souvent ça en fait qui coûte très cher à ces boîtes-là. Mais l'inverse fait extrêmement peur, parce que se rechallenger en permanence, ça crée en fait ce déséquilibre, qui crée aussi ce symptôme qu'on entend souvent, les gens qui sont dans les startups qui vous disent qu'en fait c'est dur les startups parce qu'en fait on a l'impression de jamais avoir pied quoi. Donc c'est pour ça que tout le monde n'est pas fait, je pense aussi pour ces métiers-là. Ouais. C'est une bonne transition. Tu veux compléter là-dessus? Ouais, c'est hyper intéressant ce que dit Enzo, parce que c'est vrai que en fait parfois, moi, le truc dont je me suis rendu compte, c'est que ça coûtait moins cher de développer, quoi, en fait, d'aller directement en développement. Et c'est vrai que quand tu viens à un stade plutôt post-product market fit, tu essayes tout le temps de maximiser le temps de tes développeurs, quoi. C'est la ressource rare. Et alors que là, en fait, moi, c'est la première fois que je me rendais compte que c'est moi qui faisais perdre du temps et qui coûtait le plus cher, en fait. Et donc, du coup, il valait mieux se dire, typiquement chez Matcha, on voulait à un moment tester d'intégrer notre solution dans Salesforce via un plugin. En fait, le développeur, il m'a dit, mais vas-y, moi, on prend 2 heures, on le fait ensemble, en fait, c'est fini, tu vois, il n'y a pas besoin que tu fasses un wireframe ou quoi que ce soit. Et ça, pour moi, ça a été un vrai changement de mentalité, quoi. Ça c'est hyper intéressant, tu vois. Je suis d'accord. C'est ce truc de le PM, il accélère l'équipe de développement versus il le ralentit. Ouais. C'est hyper vrai. C'est limite en pré-PMF, tu dois justifier pourquoi tu es là en fait en tant que produit, quoi, en tant que PM. Il y a pas mal de gens qui disent qu'il faut même attendre le PMF avant d'avoir ton premier PM. D'ailleurs, moi je suis d'accord avec ça, a posteriori. Je pense que quand tu es PM, en fait, la tentation, ça va être d'essayer de se substituer au founder, quoi. Et en fait, avant même le PMF, c'est le founder market fit qu'il faut trouver. Je pense que tous les deux, vous le connaissez bien, quoi. Et donc, c'est vrai que moi, à refaire, maintenant, je préfère aller dans des entreprises qui ont trouvé le product market fit, mais qui sont toujours très early stage. Et où là, maintenant, c'est tu dis, ok, trop bien, on arrive à attirer des gens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment on leur apporte de la valeur ? Comment on les retient, etc. Et ça, c'est passionnant pour un PM. Mais c'est vrai que sinon, faut monter sa boîte, quoi. Enfin, moi, c'est ma conclusion. Je Bonne servais à rien. transition sur les sujets de collab et d'orga, et je vais rester sur toi, sur ton micro, Valentine.
Toi, tu as bossé chez United. Il me semble que tu as lancé des nouveaux produits, un ou des nouveaux produits chez Ouais, United, c'est ça? 2, ouais. Comment tu as fait pour adapter ta manière de faire du produit pour lancer ce ou ces nouveaux produits chez United alors que tu es dans une boîte où Ouais. globalement il y a des ressources, il y a du monde, il y a déjà une pratique, il y a Ouais. de la méthodo et tout. Comment tu faisais concrètement pour faire ce Ouais, switch? bah, c'est vrai que ça a des gros avantages parce que tu as accès à énormément de ressources, quoi. Quand tu es dans une entreprise existante, tu as accès à des compétences déjà. Enfin, il y a des gens qui savent faire du marketing, il y a des gens qui savent faire des sales, il y a des ingénieurs. Enfin, il y a beaucoup de ressources. Il y a des compétences clés aussi de l'entreprise qu'elle a construit, de l'organisation au fur et à mesure, quoi. Mais par contre, c'est vrai que bah, là, un peu tout ce qu'on s'est dit, ça va trancher vachement avec les façons de fonctionner des autres squads. Du coup, moi, le truc vraiment que je conseillais, et justement, j'ai vu les deux organisations, c'est d'essayer vraiment d'avoir un espace dédié, quoi. Parce qu'au début, justement, essayer de lancer des nouveaux produits en restant au sein de l'organisation actuelle, c'était hyper dur, super poussif, ça a mis des mois et des mois, et en fait, c'est pas du tout la bonne approche, justement, on n'est pas capable de foncer comme ça. Donc vraiment, d'essayer de négocier une petite équipe dédiée, pas trop grande et un peu team commando, et moi idéalement faut même qu'il y ait des gens métiers dedans, pas juste ingénieurs PM et designer, mais aussi je sais qu'on avait quelqu'un du marketing qui était dédié avec nous, et en fait ça nous a énormément aidé. C'était un produit de coaching budgétaire, ça c'était la première chose. Et c'est vrai que c'est super important, et je pense dans une entreprise existante, c'est de créer vraiment un storytelling autour de ce nouveau produit, quoi, qu'on va essayer de lancer pour créer de l'excitation dans l'organisation, parce que sinon, en fait, ça rapportera rien en chiffre d'affaires, hein. Franchement, faut être honnête, au début, ça sera peanuts. Donc c'est vraiment l'histoire que ça va apporter, et réussir à générer de l'enthousiasme en interne. Ça, c'est vraiment un truc clé. Par contre, le revers, c'est que du coup, tu peux t'attacher un peu trop à ta solution parce que tu l'as vendue en interne, donc ça, c'est aussi le piège à éviter. Mais voilà, ouais, moi, c'est vraiment les deux grandes choses que je retiens, quoi. Olivier ou Enzo, vous avez vécu cette configuration de lancer un nouveau produit dans une boîte un peu établie? Ouais, plusieurs fois. Chez Mano, j'avais fait ça plusieurs fois. Ouais. Et avec le recul, justement, ouais, et surtout maintenant que j'ai une startup, etc., je vois bien la diff. Si je devais refaire ça, les quelque chose dont je m'assurerais, c'est clairement négocier d'être complètement hors process. En fait, il faut s'assurer d'un certain nombre de choses. En fait, ça va pas être tant les process, etc., qui vont être super clés, mais c'est d'être capable, d'être sûr que on peut utiliser la stack qu'on veut, qu'on va être OK avec l'idée que nous, on va pas utiliser, peut-être même pas l'issue tracker. On a parlé tout à l'heure de parfois travailler à la semaine. Nous, pendant très longtemps chez Yuko, on n'avait même pas de ticket. On faisait 0 ticket parce que c'était une perte de temps. On préférait faire, parce que tu as décrit, de dire on prend 2 heures, on parle, on se met dans la même pièce et on avance, quoi. On veut aller à cette vélocité-là. Donc quand on est dans une organisation plus mature, c'est très compliqué de justifier que ah oui, on va pas utiliser les mêmes outils, on va pas mesurer la performance de la même manière, on va pas tout ça. Et donc en fait, si vous êtes dans la position, je sais pas, il y a des gens ici qui lancent des nouveaux produits dans une organisation plus mature. Ok, donc il y en a quelques-uns. Donc moi, le truc que j'irai chercher, c'est négocier qu'on va avoir de l'autonomie, 2, que on va être justement ok avec prendre des risques et on va encourager ça, puisque tout le reste de l'organisation est risk averse. Et 3, commencer du coup à être dans une exécution hyper rapide. Et peut-être le petit défaut que je vois dans ces organisations-là, c'est qu'on a trop de moyens, justement. Moi, ça m'est arrivé de lancer des nouveaux produits à 5, 6, 7 personnes. Quand vous êtes PM et que vous avez 5-6 devs, vous êtes en train de les occuper, vous n'êtes plus en train de vous poser des questions deep. C'est vraiment une perte de temps. Vous devriez commencer avec 2 personnes, 3 personnes, mini squad, parce que c'est comme ça que vous allez aller vite. Pas de roadmap, pas de tout ça, tous ces trucs qui sont pas utiles à cette étape-là. Et ça, il faut le négocier en amont, parce que si vous l'avez pas négocié en amont, c'est plein d'autres problèmes qui vont naître. D'autant que nous, on a un unfair advantage dans le fait qu'on soit dans une startup par rapport à vous. C'est qu'on a un planning qui est vide. On a un calendrier, il est vide, on n'a pas de meeting. 0. J'en ai pas un seul par semaine. Je confirme, il répond pas. Ouais. Et du coup, ouais, ça c'est un autre sujet, mais on a dit qu'on en parlerait après. Donc le fait qu'on ait un calendrier complètement vide et tout notre temps dédié à ça est déjà un unfair advantage. Et vous, dans ce contexte-là, vous n'allez pas réussir à négocier ça. Vous allez forcément avoir des points d'alignement, des points de meeting, etc. Il faut négocier au moins le reste, sinon ça va être très très compliqué, je pense. Enzo, tu veux finir là-dessus? Ouais, beaucoup de temps. Moi l'expérience que j'ai, c'est quand j'ai travaillé chez Zalando, donc il y a un gros e-commerce fashion, qui est vraiment un énorme truc, on s'en rend pas trop compte en France, mais c'est, je crois, 2% de la fashion online en Europe. Et eux, vraiment, ils ont plein de cellules d'innovation. Vraiment, ils balancent.
Et franchement, ils le font assez bien. Ce qu'ils vont faire, c'est créer justement ces petits squads euh, avec en fait toute la boîte qui est en microservices, donc globalement des dizaines d'API dans lesquelles vous pouvez taper. Ce qui veut dire que c'est assez pratique si vous voulez être une petite équipe et aller innover. Par exemple, mon équipe, elle essayait de faire une espèce de click and collect. Il y avait un peu toute l'infra qui était derrière. Bon, c'était plus ou moins moderne. Et quand même, ça dépilait. Je pense que le truc que moi, j'ai vu dans ces boîtes, c'est ça, c'est plutôt un espèce d'alignement stratégique. En fait, au-dessus de nous, globalement, on avait un bouclier. On avait quelqu'un qui était là depuis 10 ans, qui était super implémenté dans la boîte et qui avait fait un peu tout, qui avait un peu serré toutes ses mains en disant bon, laissez-nous 3 ans, ça va prendre du temps. Si on perd, on aura perdu quelques millions, je ne sais pas combien ça a coûté. Si on arrive, c'est génial parce qu'on va révolutionner la manière dont les gens font du commerce avec les points de collecte. Et je pense que c'est ça vraiment l'apprentissage. Moi, je voyais vraiment, si aujourd'hui, quand la personne produit, tu dois aller, et que tu vas aller vite dans ces grands groupes et que tu dois exécuter, donc parler à des clients, aller vite, avoir des inspirations, shipper et faire en sorte qu'il n'y a pas trop de blocage avec les autres équipes, etc. En plus, tu dois faire de la politique. En général, c'est très compliqué. Il y a des gens qui arrivent à tout faire, encore une fois. Mais nous, c'est la chance qu'on avait. Après, bon, fin de l'histoire chez Zalando, ce produit-là a pas très bien marché. Donc, je sais même pas s'ils l'ont gardé. Mais en tout cas, je pense qu'ils avaient bien mis le setup en place pour que ça marche. Trop cool. On arrive déjà à une demi-heure. On va bientôt passer aux questions. Il y a juste une question que je pense qui est importante et j'aimerais que l'un d'entre vous, ou l'une, lève la main et le fasse en 30 secondes. Finalement, maintenant qu'on a dit tout ça, quel profil doit arriver dans une boîte pré-PMF, doit s'occuper en fait du produit en pré-PMF selon vous? Est-ce que quelqu'un a une conviction forte là-dessus? Je vois Olivier Irican. Ouais, mais je crois qu'on l'a déjà évoqué. Enfin, en Ok, gros, let's go, tes porte-parole. j'ai l'impression, tu m'as donné la parole. Ouais, non, je pense que si vous voulez faire du pré-PMF dans une startup, faut pas y aller en tant que PM. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que je pense que les PM, on va les embaucher plus tard. Alors il y aura tous les styles de boîte, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt, donc il vaut mieux être fondeur ou il vaut mieux être dans ce contexte où on est dans une organisation plus grande avec ce bouclier et ces conditions de réussite où on va faire du pré-PMF si on veut faire ses armes. Mais je pense que clairement, product dans ces contextes-là, c'est généralement, tu n'auras pas les mains libres, tu n'auras pas toute la capacité à décider et donc tu vas pas accélérer, tu vas probablement ralentir l'effort en fait. Ouais. Alors j'ai un truc à ajouter là-dessus, je suis d'accord avec 90%. Je pense qu'il y a quand même des boîtes où c'est... Oui, bien sûr. En fait, je pense qu'il y a une condition pour laquelle il faut un PM en pré-PMF, c'est si les founders sont pas capables de faire du product. Et j'ai vu des super équipes qui se formaient avec un rôle très commercial par exemple et un rôle beaucoup plus tech et personne vraiment savait faire du produit et ils l'admettent. Ils avaient un peu plus d'argent et ils vont payer un salaire d'un PM. Et en fait, parfois, je pense que admettre qu'il n'y a pas la compétence du tout, quoi, vraiment, ça va être un trou béant. Et plutôt aller prendre quelqu'un pour essayer de rafistoler plutôt que de rien avoir, ça peut être un moindre mal. Et j'étais comme toi, j'étais vraiment très catégorique. J'ai quand même vu 2-3 boîtes où ça a marché, mais je dirais que c'est l'exception. Je rajoute un petit bémol là-dessus. Nice. je rajoute juste un petit bémol qui est que pour moi c'est valable si ils ont été au combat et ils ont souffert et ils ont fait l'effort de faire la user research, etc. Ouais. Parce que dès lors qu'on met des interfaces, on se déconnecte en tant que founder. Et donc mine de rien, je pense que c'est important de d'abord essayer de se former et d'être accompagné même avant le recrutement, même et si c'est le cas, ouais, le recrutement va être hyper bénéfique. Ouais. Et je vous indiquerai juste un excellent article qui s'appelle Why you want to be the second first PM, qui résonne exactement à ce qu'Olivier vient de dire. On n'a pas envie d'être le premier PM en fait, parce que tu fais les frais justement de tous ces questionnements-là de ces fondateurs. Mais tu as envie d'être le deuxième premier PM quand le premier est parti ou qui s'est fait virer. Article classique. Magnifique. Surveillez LinkedIn, attendez de voir les premiers... On va passer aux questions, merci beaucoup, hein. Trop cool. On a, je crois, 13 minutes, si je me gourre pas, un peu moins, un petit peu moins, ok. On a 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, là et là, je suis désolé, j'ai le projecteur dans la tronche, je vois pas tout, et le monsieur là, je crois que c'est un monsieur, c'est ça? Bonjour. Salut. Merci à tous pour les retours. Moi, vous avez beaucoup évoqué, les pièges à éviter en pré-product market fit. Mais du coup, j'aimerais bien savoir quand justement on a atteint le product market fit, qu'est-ce qu'on doit changer. Merci. Et du coup, l'étape d'après. On a hésité à tourner le talk, c'est pour ça qu'on vous a demandé au début un petit peu. Mais trop cool que tu poses la question, merci beaucoup. Quelqu'un veut prendre la parole?
Moi, je peux. Je sais Valentine, que typiquement, moi, je sais que, enfin, c'est vraiment ce que j'aime faire en tant que PM, donc ça résonne pas mal. Pour moi, une fois que tu as trouvé ton product market fit, la question à se poser, c'est vraiment la rétention, quoi. C'est là où tu vas commencer à tourner ton regard. C'est ok, maintenant, qu'est-ce que je fais pour retenir mes utilisateurs parce que j'ai réussi à les attirer. Et voilà, t'as ce potentiel de valeur qui marche, qui excite les gens, tu vois, et donc maintenant il faut le concrétiser. Donc tu vas commencer vraiment à regarder ces métriques-là, je pense. C'est le moment où tu peux commencer à poser la question qui a été théorisée par Superhuman, qui est si on vous enlevait l'accès à ce produit, est-ce que vous seriez hyper déçu, pas déçu. Donc voilà, c'est vraiment ces questions de est-ce que tu veux l'utiliser dans le temps et commencer à regarder l'usage, la fréquence de l'usage, etc. Pour moi, c'est ça la prio après. Enzo, Olivier. Non, c'est un bon point. En fait, je pense qu'en général, après le PMF, c'est là où tu commences à bourriner sur l'acquisition. Et c'est là où en fait tu crosses, les Américains disent cross the chasm, qui en fait que tu pars de ton marché d'early adopter pour aller sur ton marché beaucoup plus mainstream. Et c'est là qu'en fait toutes tes métriques elles se pètent la gueule. Parce qu'en fait ton marché d'early adopter, il te kiffe beaucoup plus que ton marché de late adopter. Et donc c'est le moment où effectivement il faut vraiment aller retravailler tes fondamentaux parce que ça marche pas. Donc un exemple très 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 bon, je pense, c'est les Facebook et l'Instagram. Je ne sais pas si vous voyez, mais la différence entre le produit que nous on a utilisé et le produit que nos parents ont utilisé, il est énorme en fait. Aujourd'hui, si vous avez déjà mis chez Facebook ou Insta, globalement il y a des teams seniors qui repensent tout le produit pour les personnes un peu plus seniors. Et donc en fait, il faut vraiment se dire que derrière, parce qu'en fait le produit de base d'Instagram, il avait une rétention, je pense, pas bien chez les adultes un peu plus seniors, quoi. Donc ça, c'est un très bon point. Mais il y a aussi, je pense qu'il y a même de l'expansion de revenus, quoi. Il y a vraiment dire à quel moment je rajoute une feature, est-ce que je la monétise, est-ce que je rajoute des lignes de business. C'est là que tu crées des business units, c'est là qu'il y a toute cette problématique qui arrive de plusieurs équipes, le coût de overhead. Mais je pense que là-dessus, il y a plein de littérature et je pense que c'est une question d'essayer jusqu'à ce que tu trouves la bonne sauce pour toi, quoi. Merci. Je suis là, ouais. C'est bon, t'as le micro déjà? Ouais, c'est bon, j'ai le micro. Déjà, je voulais remercier parce que ça me parle pas mal. Je suis le fondateur d'une boîte depuis 14 ans. Ouais. On a atteint à peu près 50 millions de volume d'affaires. Et j'ai été PM de la boîte au début. Après, j'ai lâché ça pendant 8 ans. Et là, je reviens de reprendre le poste de product en fait, chez nous. Et le truc qu'on a eu, nous, c'est que on a un business, on est super post-PMF, c'est cool. Et là, on a atteint un plafond de verre depuis 3 ans à peu près, le classique. Et là, on se dit, mais comment on va refaire ça on va partir de zéro. Mais on en chie à fond. En fait, ça fait 3 ans, on a essayé toutes les combinaisons. La dernière qu'on a, qui nous paraît un peu plus prometteuse que les autres, c'est qu'on a pris un PM vraiment dédié à ça, mais un PM qui a été un fondeur avant, qui a eu plusieurs boîtes, qui s'est planté. Et c'est la meilleure combinaison, il me semble, qu'on ait trouvée, parce qu'on essayait de mettre des PM avant qui n'étaient pas fait pour ça, qui pensaient pas business, et ça fonctionnait pas, quoi. Donc ouais, c'est pour compléter le côté profil des PM. Nous, c'est voilà où on en est aujourd'hui. Donc j'aimerais un peu c'est super intéressant ce que tu dis, et c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais on se l'est tous dit avant. C'est que en fait, quand tu fais du product management à ces stades hyper early, en fait, tu fais pas que du product management. Il faut vraiment être super clair avec ça. C'est que si tu veux faire que du product management, parce que c'est trop cool, c'est pas le moment. Il faut aussi faire du pricing, il faut faire du marketing, il faut faire du sales, et voilà, faut être capable d'avoir toutes ces casquettes là, quoi. Et savoir naviguer l'inconnu, ce que tu décris, puisque là vous êtes dans expansion de revenus, aller sur une nouvelle ligne, quelque chose de très nouveau. Donc il faut ces skills, et effectivement des passés entrepreneuriaux sont généralement des bonnes prépas pour aller chercher ça. Ouais. C'est exactement ça, en fait, que la personne puisse aller voir un partenaire, négocier avec lui, des choses qu'un PM ne ferait pas naturellement en tout cas, et ça aide beaucoup en tout cas. Top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Ouais, t'as trouvé direct, Simon. Désolé, c'est pas moi qui fais le. Je suis pas le physio. Bonjour, merci beaucoup pour le talk, c'était hyper intéressant. Moi, je suis hyper aligné avec l'idée de ne pas faire de roadmap, pas trop se prendre la tête à documenter les choses trop tôt. Est-ce qu'on se fait pas quand même une sorte de vision, une sorte de un peu, on met sur papier la mission qu'on a envie de se donner, avec peut-être 2 idées derrière. La première, ça serait de un peu pas trop naviguer à vue non plus, pouvoir faire des arbitrages par moment, et puis deuxièmement, commencer à recruter une communauté d'utilisateurs. Parce que quand on n'a pas de produit, en fait, la vision, c'est qui permet de les attirer. Est-ce qu'on fait ça? On le fait quand? Est-ce qu'on y met beaucoup de temps ou pas trop de temps? Et qu'est-ce qu'on en fait derrière? 5 questions en une, c'est bon ça. Qu'est-ce qui Non, mais c'est exactement. Je suis en train d'écrire un truc là-dessus, donc ça me parle énormément. Je pense que c'est. En fait, tu peux donner de la liberté aux gens
de manière générale, donc tu as tes équipes par exemple pour qu'elles mettent en place un produit qui va peut-être changer le monde avec un peu de chance, que si effectivement il y a des guidelines, quoi, il y a une direction, quoi. C'est comme tes enfants, les enfants bien éduqués, tu t'en fiches de ce qu'ils font le week-end parce que tu leur fais confiance, tu vois. Et je pense que voilà, t'es pas obligé de planifier à 6 mois ce que tu vas faire, d'avoir la roadmap la plus stricte du monde. Par contre, faut qu'il y ait d'autres choses qui encadrent. Je pense qu'un mission statement ou un vision statement ou un semblant de product strategy, peut-être au moins une page Google Doc ou autre, qui explique globalement ce qui est un peu ce pourquoi tu stand et non. Pour moi, ça me paraît être le minimum. Et nous c'est ce qu'on fait. Full liberté sur la roadmap, mais globalement, la direction de June, ça va plutôt être ça. Et ça marche bien parce que en fait, du coup, les gens restent dans le carcan. Mais je pense qu'il y a plein d'autres manières de faire. Toi, ça doit être beaucoup plus large avec ta boîte. Ouais, c'est beaucoup plus light. En fait, on avait fait ça, on avait écrit plutôt sous forme de principe. Parce qu'on s'est dit, en fait, c'est plus simple de raisonner en c'est quoi les principes auxquels on croit. Parce que la solution exacte, là où on va atterrir exactement, parce que toi, je pense qu'on peut considérer que maintenant vous êtes plutôt product market fit. Ou on y arrive, je pense. Vous y arrivez. Nous, on est carrément avant, on prend tous les murs là, on est vraiment dans la course de haie, quoi. Et donc, du coup, même ce document-là, je l'avais écrit au tout début. Il est déjà complètement caduc, quoi. Donc la complexité, c'est que, en fait, on le partage beaucoup à l'oral, on l'écrit moins, et on l'avait plutôt donc rédigé sous forme de principes, et les principes, c'était à la fois les do's et les don't. Donc les trucs qui nous intéressent pas, les trucs qui pourraient être trop cool mais qu'on ne fera pas, pour essayer de donner ces fameuses guidelines qui permettent de travailler avec efficacité. Mais maintenant, c'est même beaucoup plus à l'oral qu'à l'écrit, pour être honnête. On a répondu aux 5 questions, Victor. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Salut. un peu traumatisée par la... Ça va mieux? Ah, c'est parfait. Cool. Je suis un peu traumatisée par la dette technique. Et je sais pas trop, pré-PMF, On a une experte, là. post-PMF. Ouais. J'arrive pas à comprendre un peu dans la timeline à quel moment il faut vraiment s'y atteler, parce qu'en scale-up, on en souffre vraiment beaucoup, je trouve. Donc c'est clair. Je voulais avoir votre avis On sur... sent quand même que... J'espère vraiment que le soir t'oublie parce que... Je précise, je parle surtout de la dette produit, mais je pense, en gros, mon message, c'est surtout de se dire, à un moment donné, tu prends la décision comme tu peux la prendre, quoi. Donc c'est vrai que si sciemment tu sais que tu es en train de créer de la dette, bon, c'est pas bon, tu vois. Mais c'est plutôt de se dire, de se mettre à la place des autres qui prennent ces décisions à ce moment-là, c'est que si sincèrement ils pensent que c'est la bonne décision à ce moment-là, c'est ok, tu vois. Mais par contre, effectivement, je sais que moi, chez Matcha, on se posait toutes les 4 semaines. En fait, à partir du moment où tu as ajouté plusieurs features, chaque fois on se reposait en disant ok, en fait on va juste se poser pour voir est-ce qu'il y a besoin de product refactoring, quoi. Est-ce qu'on a ajouté des pièces ensemble et pas laisser passer trop de temps où tu ajoutes des pièces. Donc nous on faisait ça tous les mois, tu vois, mais au final le bon moment pour moi c'est ce moment où tu commences à sentir que tu as plus un patchwork qu'un produit, quoi. Et dès que cette sensation elle arrive, pour moi il faut s'y atteler, même si ça prend un peu de temps, quoi. Voilà. Ouais, vu. Ça va mieux? Désolée. Non, mais Et après, mais je pense que tu te crées de la dette produit, et la dette technique, c'est encore un autre sujet. Enfin, je sais que moi, j'en parlais beaucoup avec le cofondeur qui était CTO chez Matcha, et où lui, pour le coup, il disait, bah non, en fait, lui, il transigeait vraiment pas typiquement sur l'architecture, et notamment aussi un truc sur lequel il transigeait pas, c'était la data. Tu vois, typiquement, il disait, bah en fait, ouais, on est YOLO sur plein de trucs, mais pas sur la data, et pas sur les fondations techniques. Et donc, je pense que dans des stades très early comme ça, tu as besoin d'un tech lead qui a un lead très fort, quoi, justement, en fait. Je pense que ça, c'est essentiel. Moi, c'est un truc que je retiens aussi. Et qui sait faire la part des choses entre Ouais. les problèmes de maintenant et les problèmes du toi du futur. Ouais. Parce que très clairement, tu crées beaucoup de dettes, et c'est bien. Il faut le faire, parce que ça serait complètement absurde de surinvestir quand on va cuter tout le truc qu'on vient de passer un mois à mettre dans les mains des gens. Donc que ce soit produit, design ou tech, nous on passe notre temps à créer de la dette, mais c'est vraiment... Enfin, j'aimerais pas être les nous du futur, mais bon, ça c'est pas nous, donc ça va. Est-ce qu'on aura une dernière question, Simon? Ouais, la Swan. Ok, yes, je suis juste ici. Waouh. J'ai négocié dur avant de... J'essaie de faire très vite. Merci beaucoup pour le partage. Moi, j'ai une petite question où, en fait, je trouve que après, c'est ma vision des choses, mais dans le pré-product market fit, j'essaye à fond d'être autonome, à me dire, parce que je mène un peu mon sujet tout seul, là c'est le deuxième, et en fait j'essaie d'avoir le plus possible de no-code. J'ai dégagé le design, je me dis je fais du no-code et je teste avec mon no-code, mais je me demande comment on peut l'activer sur du post-product market fit, du coup, de savoir est-ce que vous avez déjà vécu les choses, ou sachant que
il y a peut-être des développements, mais comment on fait matcher ça? Tu parles de le scaler d'un point de vue technique ou produit? Un petit peu, ouais, au niveau. Alors, je parlerai peut-être un peu plus au niveau du produit, mais c'est vrai que oui, la question se pose aussi au niveau organisationnel. Ce qui m'est venu en tête direct, mais je vous laisse répondre. Quelqu'un Ouais, tu peux faire de la product growth, mon deuxième sujet préféré, où c'est vraiment cette idée-là, quoi. Mais là, pour le coup, tu vois, la question que tu vas te poser, elle est assez différente. C'est-à-dire que quand tu es en pré-PMF, tu vas vraiment essayer de chercher quelle est la valeur, quelle est la valeur que je peux délivrer, quoi. Et juste après, si tu veux utiliser ces méthodos, tu peux le faire en te posant la question de dire ok, je connais la valeur que j'apporte à des utilisateurs, comment je peux mieux les connecter à cette valeur? Et là, en fait, toutes tes méthodos de no-code, tout ça, elles prennent énormément de sens parce qu'en fait, c'est typiquement des cycles d'expérimentation hyper rapides pour essayer de comprendre en fait justement comment les gens perçoivent cette valeur et comment tu peux mieux les y amener ou amener plus de gens, quoi. Donc voilà, moi, c'est sur ces sujets-là que j'utiliserai toutes ces méthodos, quoi. Non, Enzo Olivier sont muets. Non, mais sur le no-code, oui, tu parles de faire du no-code pour aller vérifier une proposition de valeur, je pense que c'est une super idée. Faut juste pas que tu sois dans un setup où en fait le no-code va te mettre dans un cul-de-sac, tu le sais d'emblée, et qui va t'empêcher en fait de passer à l'étape d'après, quoi. Si tu dois tout refaire, en fait, faut peut-être commencer avec un prototype full code, tout petit, avoir une première pièce et ensuite pouvoir build up, plutôt qu'en fait commencer à build up et après devoir redéconstruire, reconstruire. Et moi, c'est un pain que j'ai vu plein de fois sur des startups qui commencent avec un Bubble, qui commencent avec toutes ces apps qui sont canons. Mais globalement, c'est très très compliqué de faire si tu as une boîte produit, quoi, d'aller très loin avec ces outils-là. Et donc, il y a toujours ce fameux moment où les gens disent en fait, on prend 3 mois, on prend 6 mois pour reconstruire. Oui, ça peut marcher. Mais je pense que si tu as directement la personne technique, tu peux directement tenter les trucs techniques et ça peut aller aussi très vite, quoi. Je pense que c'est pour ça que je dis c'est pas sur du feature work, quoi. C'est vraiment sur du growth work ou des trucs comme ça. Je suis d'accord. Et pour le coup, moi, je suis dans du social, donc c'est ultra expérientiel. Donc il y a zéro no-code. Parce qu'en fait, on est obligé d'avoir une qualité d'expérience. Les gens n'ont aucune patience. Donc on fait une app mobile pour une app mobile qui ne serait-ce qu'à vraiment pas de performance, ne serait-ce qu'une milliseconde, les gens ils se barrent. Donc le no-code pour nous, il est vraiment sur plein d'à côté. Par exemple, notre système d'information, si on peut dire, il est ultra. Il y a du Zapier partout, il y a plein de choses comme ça. Sur le product work, assez peu au final, quoi. Quelle va être la dernière? Déjà choisi. Bonjour. L'heureux élu. Du coup, dernière question, j'ai un peu la pression. Moi, j'ai une question plutôt en post-market fit. À partir de quand est-ce que vous pensez intéressant d'impliquer un product marketer pour trouver le PMF? Parce que c'est ce que je fais chez moi, chez Mailing Black, c'est que c'est plutôt mon PMM qui, avec des analyses de marché, des tests de traction, des tests de pitch, vont aller confirmer au PM le market fit. Tu essaies de piquer son boulot du coup à ton PMM? Oui, un peu. D'accord, donc là il faut lui filer des arguments. Le plus tôt possible, je pense. En vrai, le plus tôt possible. Le market est tout aussi... en fait, je pense que la plupart des produits aujourd'hui gagnent par la distribution, donc le positionnement, leur distribution, la growth, etc., aussi bien que les features. Donc pour moi, si tu as la chance d'avoir du product marketing, le plus tôt possible. Nous, par exemple, vu qu'on fait des apps mobiles et que ça prend vraiment des plombes par rapport à faire un SaaS, un des trucs qu'on fait, c'est énormément de vidéos TikTok pour tester du message market fit. C'est pas aussi bien que tester le vrai produit, mais ça nous aide à voir un peu des impasses hyper vite. Et si j'avais quelqu'un en marketing, je serais très heureux. Donc le plus tôt possible, ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est le truc que j'ai vu chez Intercom où je travaillais avant. Le product marketing, il est dans l'équipe produit et il intervient sur la phase de brainstorming et de scoping et de messaging, mais en amont. Et franchement, c'était assez dingue parce que ce qui se passe, c'est que dans la salle, il y a quelqu'un qui dit « Ok, c'est bien ce cahier des charges avec toutes les fonctionnalités, mais moi, je ne sais pas comment celle-ci, je vais la marketer. Et celle-ci que vous êtes en train d'enlever du scope, d'accord, elle règle un peu moins un problème pour l'utilisateur, mais moi, celle-ci, je peux vraiment la marketer. » Et en fait, ça crée des discussions qui étaient vraiment, pour le coup, hyper pertinentes. Et je pense que globalement, c'est un des secrets d'Intercom, c'est que le product marketing est dans l'équipe produit. Donc moi, je suis très pour que le marketing soit dans l'équipe produit. Normalement, dans le product management, il y a du marketing dans l'équipe produit. Mais c'est vrai que dans les faits, c'est un truc qui arrive pas du tout aujourd'hui. Et en France, en Europe, on est toujours un coup en retard sur les États-Unis. Donc voilà. Mais je pense que c'est une bonne chose à faire. Trop bien. Merci beaucoup. On boucle ici. Pas faire plus, on a fait pas mal de questions, j'espère que ça répondra à la majorité de vos questions. Et merci beaucoup d'être venus, je vous demande juste d'applaudir mes invités ce soir. C'est cool.